Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment mais j'étais sur un gros projet, peut-être que je vous en dirai quelques mots quand l'heure viendra. En attendant, j'avais un peu stoppé mes critiques mais me revoici avec une critique du dernier Ben-Hur en date produit, Ben-Hur qui est sorti en 2016 de Timur Bekmambetov. Un remake ou une adaptation? La question se pose. Les gens qui veulent défoncer le film diront remake et le compareront bien sûr au chef-d'œuvre de 1959 pour le défoncer, et d'autres diront réadaptation, ou comme disait Morgan Freeman qui avait bien appris sa leçon pour l'exploitation du film en salle, une réimagination. On sent qu'ils ont bien appris la leçon avant d'aller sur les plateaux, les acteurs, pour voir la façon dont on regarde le récit mythique aujourd'hui, comment on le fabrique avec les outils d'Hollywood actuels. C'est un film avec Jack Huston, Morgan Freeman et Toby Kebbell. C'est un film qui a coûté 100 millions de dollars, il en a rapporté 94 dans le monde, c'est pas étonnant, le film est assez mauvais. Il dure 2h05 là où l'autre faisait 3h30 et le synopsis est grossièrement le même, avec bien sûr des raccourcis, des facilités pour accélérer l'action, bien entendu. Avec 1h30 en moins, bah forcément il faut faire des raccourcis, donc je devrais dire que c'est passable, que ce n'est pas complet. Il y a des changements importants qui changent le rapport au personnage. Aujourd'hui, on reproche, pour la plupart, pas forcément une mauvaise facture concrète du film, mais souvent de mauvaises situations narrées, de mauvais dialogues, donc un mauvais scénario. Alors, qui a fait le scénario de ce Ben-Hur? Il y a deux personnes principales. Il y a Keith Clark qui a fait The Way Back, et c'est tout. Et quelques documentaires. Bon, The Way Back, c'est intéressant, pour autant que je me souvienne. Il y a John Ridley, 12 Years a Slave, Les Rois du désert, beaucoup de séries, c'est plutôt bon signe. Une écriture d'un film sur un type d'esclavage un peu différent, mais dans l'absolu, c'est quand même quelqu'un qui sait narrer les situations. Et pourtant, dès le départ, il y a un problème. C'est problématique. On a la voix de Morgan Freeman, un personnage inintéressant, un simple liant, bon pourquoi cette place de choix on ne sait pas, hein, qui nous raconte l'histoire, qui nous met un contexte plus grand que lui. En gros, le personnage de Morgan Freeman, c'est Dieu. Voilà, qui va nous narrer, bien sûr avec la voix de Morgan Freeman, hein, vous savez comme elle a maintenant un impact, mais ça c'est encore une fois vis-à-vis de même internet et de de gens qui s'excitent sur leur clavier, alors que dans l'absolu, bah, c'est juste une belle voix, mais rien de plus. Ça commence très mal de faire voilà cette image de début de course avec les deux personnages et le mec qui dit « tu n'aurais pas dû revenir » et le fameux « comment est-on arrivé là » qui est mis en place. Et on a ce lien, on a cette ouverture déjà qui commence, et après on a cette transition sur une course à cheval qui prépare déjà le rapport conflictuel entre les deux personnages, entre Messala et Judas. Ce rapport conflictuel n'est pas, je trouve, contrebalancé par un rapport d'amitié fort. Là où la version de 59, je suis désolé d'en faire la comparaison, installait d'abord une relation d'amitié, de retrouvailles, de chaleur humaine, avant d'avoir la compétition avec le lancer de lance, là, de javelot. Mais d'abord on a les relations fortes entre les deux. Donc là je trouve qu'on commence déjà par le rapport compétitif. La compétition c'est quand même quelque chose qui nous cerne beaucoup aujourd'hui. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il avait commencé son récit de la sorte, par nous mettre déjà en compétition deux frères qui ne sont pas des frères de sang, mais deux gens qui se considèrent quand même comme des frères. En faisant cette introduction de cette façon, avec la voix de Morgan Freeman, j'ai l'impression qu'il est tout à fait conscient de ce qu'il est. Dans les versions précédentes, on ne tease pas ce qui va se passer, hein, voilà, ou cette scène-ci. On n'en a pas besoin. Là, on vend la mèche, on montre voilà le moment spectaculaire, on fait attendre le spectateur. Voilà le début du climax, reste sur ton siège, spectateur, tu l'auras 1h20 plus tard.
C'est quand même un petit peu malheureux, mais c'est comme ça aussi que maintenant on fonctionne pour beaucoup de séries. Moi je pense toujours à ce premier épisode un peu gênant de Breaking Bad où on commence avec Walter White qui est en slip dans le désert, voilà, et on se demande comment il est arrivé à cette situation. Voilà, donc bon, on en revient à des choses comme ça. Je pense qu'il y a d'autres récits récents, d'autres séries qui fonctionnent un peu sur ce type-là. C'est très intriguant, mais c'est aussi désespéré pour attirer le spectateur sur l'attente et l'adrénaline. Même si le poids de la version de 59 écrase cette version-ci, eh bien, c'est compliqué. Je veux dire, ceux qui disent que ce n'est qu'un remake n'ont pas lu le roman, je pense. Roman qui, semble-t-il, de ce que j'ai lu, est tombé dans le domaine public. Comme je vous le disais, on est sur une réimagination, un mot à bannir des promotions, une façon de se protéger d'un saccage et d'un retravail total du récit pour quelque chose qui est moindre émotionnellement en termes de suspense, d'action, parce que l'action ce n'est pas seulement la scène en elle-même, mais c'est la montée en puissance, pour tout d'un coup le déchaînement, et je pense que c'est justement cette montée en puissance qui doit être longuement travaillée pour avoir tout d'un coup un moment de climax exceptionnel, et les meilleurs films sont les films qui travaillent cette montée en puissance, ce setup de la scène d'action. Le film n'est certainement pas A Tale of the Christ, donc un récit sur le Christ. Timur Bekmambetov a bien conscience du précédent et le réalisateur explique sa version du film. Ce n'est pas un film à propos du temps de Jésus, c'est un film à propos de nous. Façon de dire qu'on va pas se mettre à dos les gens, alors on va pas trop mettre de Christ. Et pourtant il le met dedans. Et en plus plein pot par rapport à la version de 59 qui cachait son visage. Pour lui, c'est un film sur deux frères, la vengeance et le pardon. C'est son point de vue de réalisateur, mais c'est un petit peu réduit tout ça. Il n'y a pas quelque chose qui surplombe cette vengeance et ce pardon. C'est bien sûr la présence du Christ et de sa bénédiction auprès de Judas Ben-Hur. La durée, on a un film de 2 heures. Un condensé en 2 heures, avec un élément qui déclenche l'intrigue, qui déclenche ce qu'est Ben-Hur, eh bien c'est à 35 minutes. Beaucoup trop tard. Tout est déjà déséquilibré. Le film fait 2 heures et l'élément perturbateur, l'élément qui va déclencher, eh bien ça commence à 35 minutes. Ça devrait commencer à 25 minutes. J'avais fait cette réflexion et ça m'a toujours été, ça a toujours été appliqué comme ça dans les scénarios où je me suis penché, que l'élément qui doit lancer l'aventure est toujours vers la 20e, 25e minute pour une durée standard qui est de 1h40 à 2h, voilà, il y a quand même un battement. Là, on est quand même sur 35 minutes, donc on a déjà un déséquilibre au départ. Là, on aurait pu couper tous ces aspects guerriers de Messala. Voilà, je reviens de campagne, on fait toute une scène d'action et tout ça, mais on s'en fout. La course au début à cheval et Messala, il faut bien dire que Ben-Hur, il n'y a pas d'action avant un sacré moment dans la version de 59. C'est juste des stars qui ont tellement de présence qu'elles fascinent et qu'elles divertissent par leur simple présence. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est monumentalement différent par rapport à tout ce qu'on a aujourd'hui. C'est que les acteurs ne sont pas assez divertissants par leur simple présence, par ce qu'on leur fait dire, par les relations qu'ils ont avec les autres personnages. Là où la version de 59, quand il y a Charlton Heston qui arrive et qui parle avec les autres personnages, il dégage un tel charisme. Moi je suis déjà diverti, je suis déjà rassasié, j'ai pas besoin d'une scène d'action. Là où ils se sentent obligés, parce que les acteurs ce sont des acteurs de seconde zone, faut dire ce qui est, ils sont bien gentils. Moi le Cable je l'avais vu dans Warcraft et dans quelques minutes après minuit, il est très sympa, mais c'est pas très fort, quoi. Faut arrêter de déconner, hein. Il faut mettre de l'action parce que, j'allais dire, le spectateur moyen est débile. Non, c'est pas ça, mais c'est que le film ne leur fait pas confiance. Et du coup, peu à peu, le film, en fait, les rend paresseux en mettant en place des mécaniques de scénario, des mécaniques aussi de mise en scène qui sont trop simples et le spectateur n'est plus affûté, le spectateur a besoin de trucs
plus massif pour être diverti, pour être rassasié. Et ça, ce film-là, ça en est totalement ça en est totalement le produit. Parlons de produit, parce que là, il ne s'agit plus de crafter un véritable film. On sent déjà qu'il y a des influences de séries dans la construction, comme je vous disais au début. Et on a des acteurs qui sont des petits acteurs pour jouer des rôles de récits iconiques, voire mythiques dans l'histoire des récits racontés aux États-Unis. On nous rajoute, alors le film il est déjà pas long, et on nous rajoute encore des trucs, des éléments absents, les rébellions, les zélotes, présents dans la version de 25, parce qu'il me semble qu'à la fin, il y a Ben-Hur qui rejoint des rebelles, et qui finalement va s'arrêter de se rebeller, vraiment tout à la fin, quand il y a une espèce de choc divin, qui va lui faire baisser les armes. Donc une espèce de retour sur la version de 25 un peu étrange, mais il y a des changements d'orientation assez forts, des différences très importantes. C'est le rebelle qui fait du mal au gouverneur. Ce n'est pas un accident, et ça change tous les enjeux du film. L'injustice est quelque chose qui est extrêmement fort dans le récit, et c'est justement cette injustice qui va créer le sentiment de vengeance chez Ben-Hur dans la version de 59, et cette vengeance qui va s'apaiser au fur et à mesure du récit. Donc ici, on n'est pas du tout sur de l'injustice. Le rebelle, en plus, c'est un crétin fini. Ben-Hur lui fait la leçon, et il a bien raison, parce que le mec, il comprend rien, c'est un gros bêta. On est encore sur des réflexions stupides. Je veux dire, par là, les personnages font des choses stupides. On force le scénario, et le lancement de l'aventure va très très vite. C'est Esther qui va lui donner de l'eau, curieusement, mais ça veut dire qu'il n'a même pas encore voyagé. Il est encore dans la ville de départ, donc on fait du surplace, alors que donc Jésus-Christ se retrouve dans la ville où il y a Ben-Hur. Voilà, notez ça quand même, hein. Donc on a Esther qui vient lui donner de l'eau, et tout d'un coup il y a Super Jésus qui arrive. La décision de faire apparaître Jésus, très clairement, encore une fois, on ne le magnifie pas. C'est un homme comme les autres, je pense l'empreinte réaliste qui le fait devenir, comme je vais le dire dans une prochaine vidéo qui sera dédiée à la représentation de Jésus dans les Ben-Hur, c'est un activiste. Un activiste politique qui a de la puissance, et par rapport au précédent, dans celui-ci, tout le monde le voit qu'il a de la puissance. Alors que dans les versions précédentes, eh bien, il y a quand même un rapport exclusif, privé, intime, entre Judas Ben-Hur et le Christ. Le film, il a quand même un ou deux points qui sont intéressants, notamment les galères. Les galères, c'est un environnement qui est très réussi, c'est une situation qui est moins chaleureuse, qui prend moins de temps que dans le récit précédent, mais il a quelque chose d'absolument fascinant. C'est un moment que nous vivons à la première personne. J'entends par là que nous n'avons pas d'autre point de vue que celui de Ben-Hur. Nous restons avec les esclaves, et nous voyons la scène, notamment la scène de bataille, par leur point de vue. Le son également est très très intéressant. Les tambours rythment tout, et pendant ce temps, on a des flashs de la vie passée et de ses proches qu'il a connus, et tout ça va s'estomper dans une espèce de claquement de fouet, de lacération sonore du spectateur qui est formidable, et qui va justement faire une ellipse et faire passer plusieurs années à Ben-Hur, et on va le voir après ramer de plus en plus. Et c'est un moment très très glauque, hein. On voit vraiment qu'ils ont voulu représenter l'enfer des esclaves dans les galères. Le problème, alors c'est très bien cette idée, l'idée est superbe d'avoir des flashs du passé, des images passées de Ben-Hur comme ça qui viennent lui donner la motivation, l'énergie pour aller plus loin, mais c'est que le film n'a pas assez duré pour qu'on ait l'impression que ces flashs aient une valeur, vous voyez, car on vient de vivre les moments qu'on a en flashback, ces moments de flashback. Faut juste pas oublier qu'il faut qu'il y ait du temps qui est passé pour qu'ils aient de l'importance. Quand on a... je vais prendre un exemple qui est vraiment over the top, mais quand on a, à la toute fin de Il était une fois en Amérique,
De Niro qui est dans la pièce où il y a son ami et qu'il a un flashback parce qu'il y a une décision qu'il doit prendre, il ne sait pas quoi faire et qu'on a un flashback où on a des images du passé, c'est au bout de 3 heures de film. Et là, ça a de l'impact parce qu'on a vécu des choses entre-temps. Et on a presque oublié ces images, parce qu'on a vécu l'épopée du personnage. Là, le mec, il n'a pas encore eu d'épopée, qu'on lui fait déjà des flashbacks d'il y a 10 minutes. Ah oui, mais parce que le spectateur, il se souvient plus, ou qu'est-ce que c'est que ça? Encore une fois, c'est une idée qui est remarquable, et elle pourrait avoir, je crois qu'ils l'ont fait de mémoire, il pourrait avoir de l'impact vers la fin du récit, lors de la course de char, je crois qu'ils le refont, il me semble de mémoire, mais... à ce moment-là, ce n'est pas suffisant. Ou alors, il faut créer d'autres images. Des images où il est, par exemple, enfant. Pas celles qu'on vient de voir, en plus. C'est même pas... C'est des images du film qu'on voit, là. Donc, je trouve que c'est super maladroit, alors que l'idée est bien. Mais dans la version de 59, il se passe 20 minutes entre l'accident et les galères. Ici, c'est 10 minutes ultra condensées. Même pas une séquence sur la traversée jusqu'au port, c'est les galères, c'est immédiat. C'est là vraiment là où le film il a plus gagné de temps. On dirait que tout est à portée du personnage, que tout se passe dans la même ville. C'est l'impression. Il n'y a pas de durée de voyage. Il n'y a pas de voyage dans ce film. On montre que 5 ans ont passé, mais on n'en a pas du tout l'impression, bien sûr. Si l'idée n'est pas bonne, l'idée de la galère du point de vue des galériens, c'est une idée forte. On leur refuse le regard. L'idée de la vue de l'esclave, c'est une vue qui est fragmentée de ce qui se passe. C'est la meilleure séquence du film parce qu'il y a un véritable parti pris. Et c'est prenant, radical, ça a une logique. Mais du coup, elle déteint du reste du film. Parce que le reste du film, c'est soit filmé comme si ça pouvait être une série, soit juste mal filmé tout simplement. Alors cette scène, elle a un choix de couleur fort, elle a un point de vue qui est radical et quelque chose que je n'ai pas vu encore. Voilà. Moi, je trouve que là, il y avait vraiment un moment de grâce. Mais c'est un moment de grâce qui dure 5 minutes sur 2h05. Donc c'est quand même compliqué. Tout le moment où il y a la guerre, on voit à peine ce qui se passe. Mais ce n'est pas un mal. C'est encore une fois un choix intéressant. Après, ça redescend et on revient sur une continuité de problèmes. On a Ben-Hur qui flotte sur l'eau et après Messala qui s'entraîne dans l'arène en construction. Et on a un problème, c'est qu'on nous vante déjà la course de char, comme si le film était uniquement pour sa course de char. On montre déjà les angles et les mouvements de caméra pour filmer en plus du lieu. Juste pour dire à Messala qu'il n'y a pas de survivants, donc il n'y a plus de Judas Ben-Hur. Et hop, après on revient tout de suite sur Judas Ben-Hur. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Parce que non seulement ça spoil la façon dont la scène va être filmée en vrai, donner des cartes avant de pouvoir jouer, et ça c'est très dommage. Encore une fois, les mecs ils ont tellement peur que ça fasse pas d'effet. Il y a une promotion pour le film, mais dans le film même il y a la promotion de cette course de char. Sauf qu'on sait que quand on nous montre trop de cette course, eh bien, après bon, on est complètement à peine, on est blasé par ce que nous voyons au final. Et ça, c'est une erreur de montrer déjà les angles de caméra, la façon dont on va filmer la course, qui aurait pu être incroyable si on n'avait rien vu avant. Je veux bien comprendre que cette scène est là pour signifier à Messala que Judas est mort, mais parce qu'ils n'ont pas le luxe d'avoir un film très long, là où la version de 59 se permettait un bloc d'1 heure avant que Stephen Boyd et Charlton Heston ne se retrouvent pour une scène. Là, ils n'ont pas le temps de le faire une chose pareille. Donc, ils nous font une petite scène comme ça pour nous signifier qu'il y a une rupture entre les deux, avant qu'ils se retrouvent un peu plus tard lors de la course de char. Donc on est encore une fois sur un scénario qui essaye de compenser le manque de temps par des petites rustines de scénario. Ils ne se revoient pas avant la course. Et du coup, il y a une confrontation intellectuelle qui aurait pu être formidable, mais qui est délaissée au profit d'une confrontation physique dans une compétition. Donc encore une fois, moins d'émotion, moins de confrontation d'étoiles, c'est-à-dire de stars. Une confrontation voilà, de prestance, de charisme. Parce que quand il y a tout d'un coup Stephen Boyd qui se rend compte qu'il y a Judas dans le coin de la pièce, et tout d'un coup il arrive comme ça, et avec son regard de tueur, Charlton Heston bien sûr, ben là il y a une confrontation de regard, c'est du western là, on est vraiment sur une belle confrontation d'étoiles, et ce film là ne donne
Parce que les acteurs, ils n'en ont pas des étoiles dans les yeux. Alors forcément, ça sert à rien de faire des scènes comme ça, donc on les met tout de suite à la baston. Donc tout est conditionné, en fait, pour que le film, il échoue dans sa tentative de mythifier le récit. Pour aujourd'hui, j'entends par là. C'est un récit épique. Et le récit épique, en termes de durée d'acte, bien, il doit correspondre. Et ici, il ne leur laisse pas la marge pour le faire. L'intensité disparaît parce que tout est déséquilibré. L'intensité n'est pas placée là où ça devrait être. Et le film glisse au fur et à mesure de son avancée. Qu'est-ce qu'il y a donc de mieux fait que dans les versions précédentes? Peut-être un léger contexte politique au début du film, bon c'est bien. Le rapport à la ville, à sa situation, l'oppression romaine, qui force un peu le trait du cliché du méchant romain. Bon, la scène assez montée sur les stratégies et la préparation, ça c'est pas mal. Premier à finir, dernier à mourir. Ça c'est intéressant comme phrase, très agréable, la scène est plutôt intéressante. La course de char arrive d'un coup, en plus, juste après un pari. Mais le build-up émotionnel de la course n'existe pas. La montée est construite par cette préparation, justement. Elle n'est pas montée par une motivation émotionnelle, à peine. Et le film ne prend pas le focus. Après la victoire de Judas Bénur, on doit rester sur les deux héros. Et à la place, on a une scène avec le Chic et Ponce Pilate. Et là, je me dis, les mecs, ils ont rien compris. Non, juste les mecs, ils ont rien compris. Le plus important, c'était de narrer vraiment le rapport qu'a Judas avec Messala. C'est le cœur du récit. Il le dit lui-même, le réalisateur, je vous l'ai dit tout au début de la critique. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait un truc sur des paris. Donc on est vraiment... C'est un peu ce que finalement, j'en reviens à ce que disait Beckman-Bethoff dans l'interview, c'est que c'est un film qui a des notions actuelles. Actuellement, on ne s'intéresse pas à l'humain, on s'intéresse à l'argent, et oui. Ces gens-là sont aux ordres. Ils sont aux ordres du pognon. Exactement. Et donc là, bien sûr, on a la partie émotionnelle qu'on aurait pu attendre et qu'on a dans la version de 59 qui est ici balayée pour une autre scène. La partie émotionnelle, les retrouvailles entre les deux, ça viendra plus tard, bien sûr. Et dans ce récit, ici, évidemment, Messala ne meurt pas parce que c'est trop triste. C'est assez minable, mais bon, c'est comme ça. Mais ce n'est pas encore la fin du récit, malheureusement. Il y a encore la fin avec Jésus, qui est d'une rapidité scandaleuse. C'est inintéressant. On a la scène où Bénur donne de l'eau à Jésus, mais c'est mal foutu, c'est commun, alors que c'est un moment exceptionnel. Toute la crucifixion, j'y crois pas. La croyance, ça a l'air d'avoir été rajouté au dernier moment. Pour Timur Beckman-Bethoff, le réalisateur, le film s'arrêtait avec la course de char. Et là, on comprend mieux pourquoi c'est bâclé. Est-ce que le film propose un message chrétien? S'il en propose un, c'est un aspect religieux extrêmement maladroitement placé. Alors que le réalisateur se targue de dire que ce n'est pas l'histoire de Bénur, mais l'histoire de Bénur et de son frère. J'ai l'impression qu'il n'a pas lu le récit, mais qu'il a juste vu le film de 59, et on en retire des choses de la version de 59 qu'on devrait plutôt revenir sur le récit initial. Les préoccupations de Beckman-Bethoff, c'est de faire en sorte que le public ait de l'empathie pour les deux personnages. C'est mal barré. On expose quand même le contexte des deux personnages au début du film, avec de la philosophie dans le dialogue, c'est un peu ridicule, mais bon, c'est comme ça qu'on fait quand on veut écrire de l'antique, n'est-ce pas? Alors qu'on aurait pu prendre une posture plutôt théâtrale, mais ça ne se fait plus aujourd'hui, donc ces récits anciens sont très compliqués à mettre en scène aussi dans le dialogue. Que va-t-on faire dire aux acteurs pour refléter un langage ancien, ou on va dire d'une ancienne époque, l'Antiquité? Comment on va exprimer des idées à travers des personnages de l'Antiquité? C'est juste gênant, hein. Mais bon, je pensais que ces scénaristes sauraient mieux faire, mais il semblerait que non. Notamment l'utilisation de silence, mais ce n'est pas le cas. Par rapport à la version de 59, Messala doit donner l'impression que ce n'est pas juste le méchant, mais qu'il a choisi un autre chemin. Ce n'est pas très bien montré, mais par contre, il est beaucoup plus guerrier, beaucoup plus militaire que dans la version de 59. La culpabilité de Messala prend une place assez importante
Kebel n'est pas assez divisé, je trouve, par son dilemme vis-à-vis de son ami Ben-Hur, mais Salah cherche sa place et il prend plus de place que Judas. Ça, c'est très étonnant. Jack Hudson est un peu trop doux à mon goût. Les émotions se construisent peu à peu, mais on leur laisse pas assez de scènes, on leur laisse pas assez de paroles pour exprimer ce qu'ils ressentent et exprimer la relation que le personnage a avec le monde. Ben-Hur subit beaucoup plus les événements que dans les versions précédentes. Je pense que c'est dû au fait également qu'il reste accroché à ses chaînes aux galères. Le Judas voulait s'occuper du cheval mort à la fin de la course, mais la foule l'en empêche en le portant en triomphe. Donc on est encore quelqu'un qui est très porté. Quelqu'un qui ne va pas être un actionneur, donc c'est là où on dit, voilà, le film d'action finalement n'est pas vraiment un film d'action, c'est vraiment un film où il y a de l'action mais où les gens n'actionnent pas, donc c'est vraiment la différence quand on dit un héros d'action ou quelqu'un qui subit l'action. Là vraiment Judas Ben-Hur subit beaucoup trop l'action. C'est là où il aurait pu y avoir des moments d'émotion, c'est-à-dire des moments où les personnages se retrouvent et se font face, où là Ben-Hur il aurait pu prendre l'ascendant et actionner en fait une réaction chez Messala et prendre le dessus, là où Messala on dirait qu'il est jamais dérangé jusqu'à la toute fin. Il est conscient que c'est un accident, hein, mais pour bien se faire voir, il embarque Ben-Hur. Et dans le dernier, c'est carrément vraiment la faute de Ben-Hur, quoi. Il n'y a pas de charisme. Mais Jésus lui-même n'a pas de charisme. Le Jésus de ce remake n'est pas du tout charismatique. Il n'est pas du tout mis en valeur. Il est en plongée, putain. En plongée. On s'en fout de Jésus. C'est quand même un comble. On s'en fout de Jésus. Moi, j'aimerais pas dire une chose comme ça. Mais il doit avoir de la puissance. Il dit des trucs génériques. C'est juste nul, quoi. Et il n'est pas assez important dans l'histoire pour avoir un impact à la fin du film. Parce qu'il n'est pas mythifié. Alors ça sert à rien de le refoutre à la fin du film. Et bon, les autres personnages... capitaine du navire, pas du tout aimable. Un Romain méchant de plus. Hein, oh là là, Romain méchant, blablabla. Aucune nuance de gris de la part de Messala, également. Quand on en parle. La plupart des personnages ne sont pas très sympathiques, manquent d'empathie, à part Morgan Freeman, mais pas grâce au personnage, mais parce que c'est Morgan Freeman. Il y a beaucoup de cons dans ce film. Pas mal de Romains sont cons. Le gars qui se met sur le char sans écouter Ben-Hur, qui a soigné un de ses chevaux. Il y a quand même une écriture folle dans ce film. Puis bon, Morgan Freeman avec des dreadlocks là, le mentor, l'adjuvant. Il fait son boulot, mais tu sens que c'est alimentaire. On compresse les enjeux, également. Il y a un contrat entre les deux qui est passé par le biais des chevaux. Le charisme de Morgan Freeman écrase littéralement celui de l'acteur principal. Et là, on a un truc qui est hallucinant. On a Morgan Freeman qui vient de libérer la famille de Ben-Hur. Voilà, on est à ce niveau-là. Le mec ne remplit même pas ses objectifs, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui les remplisse pour lui. Donc là... je me suis dit, mais oui, bon, le mec, il a plus rien à foutre du récit, il veut juste faire sa petite course de char. Hein. Et Messala à la fin, survit, bien sûr, et gambade à cheval avec Ben-Hur à la fin du film, on dirait un espèce de vieux téléfilm pété, trop gentil, aucune tragédie. Ils redeviennent les meilleurs amis du monde, alors que Messala quand même voulait le tuer à la scène de char. Hein. Voilà, les deux frères se pardonnent, ils refont du cheval, comme à la première séquence. Encore une fois de la compétition, ils ont toujours pas compris, hein. Il faut arrêter là, on dirait deux amis sur un coucher de soleil comme dans les vieux westerns, vous voyez. Si c'est une image qui l'a inspiré, c'est pas du tout à propos en fait. Parce qu'il y a un monde qui sépare le péplum du western, faut arrêter de déconner. Et ce mec, je pense, ne savait pas ce qu'il faisait, littéralement. Et puis bon, mis à part cette scène de galère, ben le pauvre Beckman Metov, il est pas très imaginatif, hein. Et ça me fait chier de le dire, parce que moi j'avais beaucoup aimé Daywatch et Nightwatch, hein. Mais là, c'est le choix d'un réalisateur un peu banal, avec un film qui est en recherche d'identité. Alors des fois, c'est merveilleux parce que ça marche, avec cette scène de galère. Il voulait, je pense, donner une impression de réalité, non un film de toge et de sandales fantaisistes. Enfin, il y a du mauvais goût. En plus, il y avait de la 3D, je crois, à l'époque, donc il y a des trucs, il y a des slow motion en temps réel, dégueulasses. Le mec te dit quand même que c'est un drame avec plein d'actions. Voilà, et je pense qu'il faut en tenir une couche pour balancer une chose pareille. Avec beaucoup de plans rapprochés, caméra portée pour les scènes d'émotion, c'est dégueulasse.
C'est un film télé. Hein. C'est une mise en scène très actuelle. Et je trouve que ça ne va pas avec le péplum, qui est trop noble pour un surdécoupage. Gladiator en subissait un peu les conséquences dans les scènes d'action, je trouve. Mais Ridley Scott faisait encore marcher beaucoup de machinerie. Vous avez une scène, par exemple, où il y a Ben-Hur qui découvre que les membres de sa famille sont lépreuses. C'est pas très émotionnel. Les plans sont rapprochés pourtant. Mais le problème, c'est quand on commence à faire des plans rapprochés comme ça, c'est qu'il n'y a pas de valeur plus haute. Quand vous commencez à faire un dialogue avec un plan rapproché ou un gros plan, quand vous arrivez au moment clé et que vous êtes déjà sur le gros plan, vous ne pouvez pas appuyer davantage sur le champignon de la grammaire des cadres. C'est un problème que portent de nombreux films, dont celui-ci en leur sein. C'est que là, le langage classique est certes mécanique, mais très fort. Le choix des cadres, des échelles, permet d'organiser l'émotion du spectateur et de préparer le gros plan. Le film, là, il a un cadre serré, j'ai l'impression tout le temps. C'est le souvenir qu'il m'a laissé. Et du coup, on est toujours les potards à fond sur l'émotion. Mais il n'y a pas de recul et d'avancée. Et jouer avec cette notion de recul et d'avancée dans les échelles de cadre pour se rapprocher des personnages pour de l'émotion et reculer un moment. Ils n'ont rien compris. Un truc à la con. À la fin du film, Messala et Ben-Hur retrouvent la famille. Et on a des plans sur les femmes au ralenti. Pourquoi? Et juste après, un plan en vitesse normale. On dirait que le mec n'a même plus d'idée, alors il fait n'importe quoi. De même que tout le reste, hein, la production value de Jérusalem. Oh là là, l'hiver à Jérusalem, c'est original, oui, mais le décor n'est pas mis en avant. Alors on a beaucoup de plans rapprochés, de gros plans, pour cacher les décors dégueulasses. Quand ce sont des décors qui ont vraiment été créés, parce qu'autrement ce sont des extensions numériques, comme le cirque. On a la base, mais qu'on étend en largeur et en hauteur numériquement. Les costumes, tous propres, hein. Un péplum propre. Les musiques, Beltrami, il fait ce qu'il peut. Hein. La séquence des galères, la musique est intéressante, mais tout le reste, vu revu, du Mad Max Fury Road, c'est vraiment inintéressant. Hein. Les transitions, quelques transitions soignées, quelques idées, quand je vous disais les galères, le coup de fouet dans le dos, au ralenti, puis des années plus tard, hop, on a une transition de douleur, d'ellipse, ça c'est intéressant. On a le plan général du cirque Maxime, qui se transforme en terre aride et rocailleuse, où on fait la compétition spectaculaire. Donc au revoir le lancer de javelot et bonjour la course de cheval. On a Ben-Hur qui est au lit, Messala lui tend la main, et Ben-Hur attrape la main dans un autre plan d'une autre scène, qui est une scène festive. On a une ellipse temporelle. On a quelques idées qui sont bien, mais elles sont trop maniéristes pour un traitement global qui est réaliste. Et pourtant, cette transition me semble à chaque fois avoir des résonances. Il a des liens à faire. On a par exemple un fondu entre l'ennemi de Messala qui lui fait face et des vendeurs qui veulent faire des affaires avec Ben-Hur. Donc on a des différences de conflits armés et commerciaux. C'est quand même un peu bizarre de faire des transitions de ce type-là entre les deux personnages. Tout est trop compartimenté et ça dénote avec des choses qui sont plutôt appliquées comme les galères. Il y a un point de vue clair dans les galères. L'ambiance est étriquée et sale, ça rend bien. C'est poisseux, humide. On voit à travers le coq du bateau, on a des zooms dans l'image, des acouphènes. Le mec qui tape dans son tambour plein d'huile, le mec s'enflamme et continue à taper. C'est graphiquement très fort, c'est une vision d'horreur d'avoir un humain attaché au bélier. C'est très très bien ce moment. Mais c'est tout le reste est balancé à la poubelle, c'est consternant. On a quand même des mecs qui ont été là pour faire le film. On a des membres de l'équipe de Gladiator. On a eu un historien consultant pour la série Rome qui est venu pour ce film-là. Des préparations de storyboard, des animatiques, donc des prévisualisations animées. On a eu quand même des moyens pour faire la course de chars, l'organisation des chevaux, pour permettre des rotations, pour que certains chevaux puissent se restaurer. Parce que voilà, il fallait quand même tourner, donc si les chevaux étaient fatigués, on ne pouvait pas attendre qu'ils se requinquent. Donc il y avait quand même des moyens. Huston et Kebbell ont refusé d'avoir des doublures, mais nous ne voilons pas la face. Il y en a eu sûrement, mais elles sont numériques. Mais ce sont bien eux, généralement sur les chars. Il y a eu aussi un apprentissage
comme pour les autres, hein. Dans les versions précédentes, les acteurs pour la course, donc d'abord avec un cheval, puis 2, puis 4 chevaux. Beaucoup de concentration qui était nécessaire, mais c'est exaltant. Le char vibre beaucoup. Le jeu peut se concentrer sur la réaction réelle à la vitesse et à la puissance du char. C'est ça qui est formidable quand l'acteur va lui-même jouer la course de char, c'est qu'il a peur. Et il faut jouer sur cette peur. Il y a eu aussi un apprentissage, un réapprentissage, je devrais dire, de la construction du char, plus léger que ceux des précédents baignures. Il y a un ajustement par rapport à la puissance des chevaux. Il y a beaucoup de chariots qui étaient préparés, avec des roues différentes, de différentes tailles, de la place pour un vrai cocher éventuellement, des chars pour les accidents, les cascades, donc il y a eu beaucoup de moyens. Il y a des effets spéciaux, notamment sur la terre, sur l'effet de fumée qui est un effet spécial, parce que quand vous voyez le tournage, eh bien vous voyez qu'il n'y a pas ces effets de fumée. On a des extensions de décors, de foule. Alors ok, 400 figurants, c'est très joli, mais augmenté à 100 000 par les effets spéciaux. Les accidents, ils sont en CGI, car c'est trop dangereux, avec de vrais chars. La plupart des cascades sont en effets spéciaux, alors que les mecs nous disent « Oui, il y a moins d'effets spéciaux, on essaye de tout faire en vrai. » C'est faux. Oh là là, les acteurs, ils sont sur les chars, très bien. La plupart des plans, on n'y croit même pas, parce que tout est retouché, tout est réétalonné, tout est retravaillé à un tel point que c'est juste dégueulasse. L'image est pas belle du tout. En plus, il y a de nouvelles techniques de tournage, alors il y a de nouvelles perspectives qui sont intéressantes, mais qu'on fait venir des drones ou des GoPro pour amener le public à l'intérieur de la course, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors autant en termes de son, il y a une vraie plus-value, mais spectaculaire, parce que là les microphones sont sur les chevaux pour capturer le son. Il y a une richesse des impacts, mais quand il y a des GoPro au sol, ça me rappelle bien sûr les caméras dans les fosses dans la version de 25, mais il y a une telle différence de qualité entre les versions GoPro et ce que voilà, je suppose être de la GoPro et la caméra principale, que ça crée un véritable choc d'image, et ça contribue aussi à une sorte de, comment dire, de folie en fait dans la scène de char, de gros plans, perte de repères, perte de contact, on floute l'image, il y a des travelling externes au cirque, internes également, des zooms, des dézooms, des panoramiques violents. On a un point de vue subjectif et tout d'un coup on est dans un point de vue objectif. On a un travail qui est de l'ordre de la confusion des images. On utilise des angles aigus de caméra, des angles très inhabituels pour filmer la course. On a beaucoup d'angles différents. Et en termes de production, c'est assez galvanisant de voir ça. C'est assez impressionnant, mais c'est coupé beaucoup trop vite à mon goût. Et il n'y a pas un véritable choix esthétique, mis à part justement le chaos du fait de ce surdécoupage, de tous ces points de vue différents. Le film est filmé et monté un peu n'importe comment. La règle des 180 degrés, où on l'encule, mais on l'encule tellement profondément, c'est terrifiant. Le tout est trop redécoupé. On montre des choses encore plus spectaculaires, bien sûr, que dans les versions précédentes. On augmente la dose, hein. La course spectaculaire doit faire des morts, des accidents grandioses. On multiplie artificiellement les cascades avec les flashbacks des galères pour remonter sur le char. Les flashbacks des familles l'ont motivé à ramer. Vous voyez, donc il y avait ce lien quand même de rappeler du passé. Donc bien sûr, pour les chars, ça marche mieux que pour les galères. C'est un peu facile. Ils sont en train de se couper avec un couteau, là, c'est oh là 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 là. Déjà que la MGM tenait à peine debout, et maintenant elle a été rachetée, mais suite à Skyfall et le Hobbit, ça va mieux, alors ils ont tenté des choses, voilà. Et en plus, c'était pas totalement la MGM, il y avait aussi la Paramount, il y avait, je crois, 80% du budget c'était la MGM et 20% la Paramount, mais oh là 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 là. C'est le film qui essaye de faire le jeune. Alors on va faire des conversions en 3D, il paraît que la 3D était dégueulasse. Alors le générique de fin, oh là là, il y a des noms et des producteurs qui font la course, LOL. Ah oui, mais le générique de fin il est complètement pété. Alors c'est clairement un générique prévu pour de la 3D, mais il y a du mauvais goût sur du mauvais goût sur du mauvais goût. Le film a été repoussé de 6 mois, de février à août, soi-disant pour que ça marche mieux. Ouais, mais je pense que les mecs ils avaient peur. Ils ont essayé de remonter ce qu'ils pouvaient. Et le film est sorti à toutes les sauces. La dernière roue du carrosse des blockbusters. En 2D, en IMAX, en 3D digital, en Real D 3D,
en IMAX 3D. C'est oh là 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 là. Mais c'est un film qui est fait pour le fun, mais pas pour la foi. Je crois que j'avais lu ça quelque part, mais j'ai plus la source. Mais je suis bien d'accord avec cette phrase. Hein. Fait pour le fun, mais pas pour la foi. Ça, c'est sûr. C'est impersonnel par moment. Ça manque de touch. Ça manque de star. Ça fait cheap. Même en ayant coûté cher. Mais ce n'est pas finalement un désastre, parce que il n'y avait pas vraiment d'enjeu économique par rapport au précédent de 59. Il y avait un véritable enjeu économique. Là, on fait tellement de films, un gros budget dans l'année que on peut se prendre un vent comme ça, c'est pas grave. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment important. Je lui mets un 10 sur 20. Je suis trop poli. Ah là là, je suis trop poli. Mais le film, au moins, la mérite de nous montrer ses faiblesses. De pouvoir nous laisser en retirer des éléments de leçon sur ce que ne doit pas être un film à grand spectacle et sur ce que ne doit pas être un bénure. Et ça, c'est plutôt bien à noter. Le film est aussi intéressant pour constater, par rapport à un récit qui est bénure, par rapport au récit de Lew Wallace, eh bien ce qu'est une version actuelle, avec Hollywood actuellement. Encore une fois, ce n'est pas un remake, mais une nouvelle interprétation du récit. C'est dans les standards de l'époque. C'est vrai que c'est rafraîchissant de voir d'autres époques, d'autres sujets pour les films à grand spectacle. Faut encore que ce soit bien fait. Et celui-là, c'est un petit peu gênant. Je lui en veux pas. Je pense que c'est aussi pour ça que la note n'est pas très basse. C'est que la révolte passée, on l'oublie et il ne reste pas de haine, voilà, sur quoi que ce soit dans le film. C'est juste un pauvre film. C'est un faquin, ce film, vous voyez? C'est un faquin, voilà. J'espère que cette critique vous aura plu. Alors ne vous inquiétez pas, on va pas terminer bénure sur cette note aussi pessimiste. Je vous prépare 2 analyses de séquences. Il y en a une qui est prête, mais que je ne vais pas poster tout de suite, et une autre qui tarde à s'écrire. Et oui, parce qu'elle n'est toujours pas écrite. Pourquoi j'ai pris autant de retard? C'est qu'il se trouve que, bon, déjà, le Covid m'a quand même ralenti mon envie d'écrire, mon envie de faire des vidéos, alors que j'étais très bien. Je n'ai pas encore attrapé le Covid ou quoi que ce soit. Hein. Mais ça m'a donné un autre rythme de vie. Très curieusement, parce qu'au final, ça m'a pas beaucoup changé, mais il y a eu un rythme différent, clairement. J'ai fait quelque chose en juin, dont je vous parlerai en temps voulu. Surveillez l'onglet communautaire de YouTube et bien sûr Facebook. Je vous parlerai d'un projet sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs mois, bientôt, dès que j'aurai des confirmations. Quant à moi, eh bien, je vous remercie de votre soutien et de votre fidélité parce que je ne poste pas beaucoup de choses et les gens fidèles et loyaux, je les apprécie tout particulièrement vis-à-vis de YouTube qui a tendance à nous faire oublier dès qu'on ne poste plus rien. Et moi, j'apprécie beaucoup la compagnie, le soutien, les commentaires et la présence des abonnés, même si je tends à disparaître dans le temps de YouTube. Je vous remercie donc d'être encore présent, d'être fidèle au poste. Quant à moi, je vais rendre l'antenne. Je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!